On va vous présenter, on va essayer de vous expliquer les différents transferts d'informations génétiques à l'échelle du vivant. Donc tout d'abord, un génome est un ensemble de molécules d'acides désoxyribonucléiques, donc ADN. Chez l'être humain, le génome est constitué de 46 molécules. Donc l'ADN, c'est une macromolécule qui est une succession de 4 nucléotides différents. Donc A, T, C, G, qui vont s'apparaître avec deux adultes, A avec T et C avec G. Et c'est l'ordre d'enchaînement aléatoire de ces 4 bases qui va constituer le message génétique. Et un gène, c'est toutes ces séquences nucléotides de l'ADN, codant soit pour une protéine, soit pour un ARN, qui participent ensuite à la biosynthèse de certaines protéines. Donc plus précisément, un gène entier comporte également des parties non codantes, donc il ne codera pas pour une protéine, mais qui codera pour la régulation de son expression. Les transferts d'informations génétiques sont de plusieurs types, et cet exposé est consacré à leur explication. Donc le plan que nous faisons, c'est tout d'abord de traiter les transferts génétiques totaux à l'échelle des molécules, à l'échelle moléculaire et cellulaire. Donc tout d'abord lors de la reproduction sexuée, puis dans la reproduction asexuée, donc notamment la mitose, la mitose pour la reproduction sexuée, et le cycle cellulaire et la transcription pour la reproduction asexuée. Après, c'est les transferts génétiques partiels à l'échelle moléculaire et cellulaire. On traitera donc les transferts horizontaux et les transposons, et on finira par les transferts de l'information génétique entre organismes. Donc les endosymbioses et la polyplorisation. Alors, on peut déjà se demander sous quelle forme le matériel génétique, donc l'ADN, va être transmis à l'échelle moléculaire et cellulaire. Donc l'ADN va être transmis de manière chromosomique, donc il va être condensé avec sous forme d'histone. Donc des protéines vont s'associer à l'ADN pour former des fibres nucléosomiques. Donc va être transmis via la mitose, donc dans deux cellules distantes. Donc voilà, c'était juste pour montrer que, rappeler juste les nucléosomes, la fibre chromatine. Et que la chromatine n'est pas une structure rigide, mais qu'elle est une structure dynamique, et que selon sa structure, elle va permettre différents transferts à différents moments bien spécifiques. Donc tout d'abord, comment est transmis le matériel génétique maternel et paternel pour former un nouvel individu? Donc pour cela, la division cellulaire destinée à la reproduction sexuée va permettre la production de gamètes, donc, qui sont les spermatozoïdes pour les mâles et l'ovule pour les femelles, via la méiose. Donc la méiose a différents brassages spécifiques. Donc tout d'abord le brassage interchromosomique qui va permettre la séparation, la répartition au hasard des brins de chromosomes et permettre un premier brassage génétique. Donc ce brassage va permettre 4 possibilités si on prend 2 brins d'ADN. Donc on voit que c'est un brassage pas peu efficace, mais qui permet une grande variabilité. Donc un nouvel individu, donc un individu qui sera distinct de la cellule. Donc il existe un second brassage qui est le brassage intrachromosomique. Donc on observe ici sur une photocopie de microscopie électronique. En début de phase 1 de la méiose, les chromosomes homologaux s'appareillaient et peuvent effectuer des transferts sur leur brin. Donc ce sont des crossing over, échange de segments de chromatine interne, donc échange d'allèles entre les chromosomes par an. Donc par contre, via le placement, juste avant la première division. Voilà. Donc si on prend les fondements chromosomiques de la loi de Mendel, donc si on prend 2 graines
Donc on prend donc 2 générations homozygotes différentes et ensuite on va faire un premier croisement pour créer donc une génération hétérozygote. Donc on arrive en génération F1 avec des générations hétérozygotes. Si ensuite on effectue une méiose, on aura un brassage intrachromosomique ici, donc en métaphase 1. Ensuite, donc on a d'abord le brassage intrachromosomique qui va d'abord se faire, donc ça sera déjà un premier brassage, donc l'échange de matériel génétique qui va participer à la variabilité du nouvel individu. Ensuite, à la deuxième méiose, on a donc le brassage interchromosomique. Donc c'est la répartition des chromatides dans chacune des cellules qui va se faire aléatoirement. Donc, voilà. Et si après on reprend une deuxième génération F2, on pourra observer l'apparition de beaucoup plus de caractères que si on avait seulement le brassage intrachromosomique. Donc on aura 9 poids jaunes et lisses, 3 poids verts et lisses, 3 poids granules jaunes et 3 poids granules verts. On va observer donc ensuite, une fois les gamètes formés, donc ceci ça se passe à la fois pour les ovules, ce qui à la fin il y en a 3 vont dégénérer et un seul va rester. Et pour les spermatozoïdes, les 4 présentés ici vont rester et vont former chacun spermatozoïde. Donc le spermatozoïde va ensuite rentrer en contact avec l'ovule. Il y a à ce moment-là compétition entre les spermatozoïdes, mais un seul pourra féconder l'ovule des races aux granules corticaux à la surface de l'ovule. Qui pourra éviter ainsi la polyploïdie de l'ovule, ce qui permettra de conserver l'information génétique provenant de la cellule mère et ainsi perpétuer le transfert et la variété. On n'aura pas l'apparition de chromosomes supplémentaires non voulus. Ensuite, une fois l'ovule fécondé, la suite de l'embryologie va se faire par mitose, donc par division cellulaire afin de, à partir d'une cellule, former une cellule clone. Donc, en fait, on va conserver le même information génétique, mais on va créer plusieurs cellules à la fois, donc d'où le fait qu'on a choisi la mitose, parce que ça met en évidence les clones en fait. Donc ça nous permet de passer à la reproduction asexuée. Donc sur le document 3, nous permet de se poser la question quel est le modèle de conservation de l'ADN mis en jeu lors de la mitose. Donc on l'a mis les expérimentateurs ont mis en culture pendant un cycle cellulaire ces cellules dans un milieu présentant de la thymine radioactive. Puis ils ont bloqué avec de la colchicine afin d'obtenir cette image. Donc ici on observe des chromosomes et les points noirs c'est de la thymine radioactive à l'intérieur des brins de chromosomes. Et ensuite on a repris ces chromosomes qu'on a mis dans un nouveau milieu dépourvu de thymine ce qui nous permet de voir le résultat après un cycle cellulaire. Et donc de voir où se situe la thymine. Voilà, donc ça c'est ce que l'on observe. Lors de la première culture en milieu chaud, donc en milieu radioactif, si l'on schématise, on aurait 2 brins, comme ceci. Un brin, les 2 brins rouges seraient marqués avec de la thymine. On remet en culture et on obtient ceci, donc un seul brin marqué à la thymine, donc le brin ici rouge, ce qui nous permet de conclure sur un modèle semi-conservatif. Donc sachant qu'il existe le modèle conservateur, le modèle semi-conservateur, le modèle diversif. Le seul qui reste manipulé est celui-ci. Donc maintenant, où s'inscrit la mitose dans le cycle cellulaire, donc dans la vie d'une cellule. Donc, on a 2
Donc elle va s'inscrire ici. Donc, en S, on va avoir une duplication du génome, donc une multiplication une multiplication des chromosomes. Puis on va avoir en G2 une multiplication. Et ça ne concerne pas l'ADN, ça concerne les organismes de la cellule, c'est un particulier. Et après la mitose, donc qui se sépare en trois phases, qui est le début de la mitose, donc caractérisée par la condensation des molécules d'ADN dans le chromosome, ensuite la métaphase, qui est la condensation maximale de 46 chromosomes doubles, puis l'anaphase, qui est la séparation de 46 chromosomes simples, qui sont neutres au dépôt de la cellule, et la télophase, qui est le déroulement progressif de 46 chromosomes simples par cellule fille. Donc maintenant, on va vous présenter l'expérience sur les ovocytes du xénope, qui permet de présenter l'une des premières expériences faites qui a mis en évidence la régulation du cycle cellulaire. Donc ici, on a fait une induction de la méiose via la progestérone, qui permet en fait d'induire qui active la PF. Donc on voit qu'il y a une division qui se fait. Ici, on est en interphase, donc il y a l'espace là. Ici, donc, on voit, donc, on injecte, donc il y a le spermatozoïde qui est là. Donc on voit qu'il y a deux cellules qui sont séparées, donc il y a eu zygote, une formation de zygote, puis division cellulaire. Donc ça, c'est après la méiose, donc c'est la fécondation. Ensuite, ici, donc on a juste transféré. Alors, voilà, en fait, on a transféré du liquide cytoplasmique de la cellule qui a été fécondée par le spermatozoïde. C'est ça. Et en fait, ça permet de montrer que le MPF, en fait, est d'origine cytoplasmique et qui ne provenait pas de la cellule. Le MPF, c'est une protéine qui va permettre le déclenchement du cycle cellulaire. Donc voilà, principal, c'est ça, c'est le MPF. On voit que quand il y a eu MPF, on a division de mitose. Et c'est une protéine cytoplasmique. Et cette expérience, ça permet d'en mettre en évidence. Donc après, c'est quels sont les facteurs permettant en fait, de réguler le MPF. Ces documents permettent de montrer que lorsque le taux de cycline B est élevé, donc un pic de cycline B, on voit l'activité du MPF qui est pareil, qui est corrélée. Donc il y a un lien entre la cycline B, donc la concentration de la cycline B et l'activité du MPF. Et donc ici, lorsqu'on met un extrait de RNase, donc l'ARNase va dégrader l'ARN messager de la cycline B, donc plus de cycline B dans le milieu. Donc l'activité du MPF ne sera plus, il n'y en aura plus. Et lorsqu'on met un inhibiteur ARNase dans ce milieu, en plus un extrait donc RNase, un inhibiteur de RNase et l'ARN messager de cycline B, on retrouve exactement le même profil. Donc on peut en déduire qu'il y a un lien entre les deux. Et lorsqu'on met un extrait quand on met un extrait de MPF plus un blocage de métaphase, donc on voit que le MPF va être bloqué en métaphase. Et non. Il va être bloqué en mitose en fait. Donc lorsqu'il va être bloqué en mitose, on voit qu'après le cycle va s'arrêter en mitose. Comment la cellule peut-elle éviter de transmettre des erreurs génétiques aux prochaines générations? Donc ça, c'est le principe de la régulation du cycle cellulaire.
permet d'éviter la propagation de cellules qui ont été mal développées. Donc ça permet de créer la protéine. Alors, donc ces deux documents mettent en évidence, on a créé des souches de levure mutantes thermosensibles, c'est-à-dire que lorsqu'elles sont dans des conditions à 35 degrés, elles seront activées. La mutation sera activée. Voilà, la mutation sera activée. Et donc ici, on est dans le cas de la mutation. Donc elles seront CDK1. En gros, là, on a les levures sans mutation, donc les levures saines. Et ici, on a des levures classées à 35 degrés. Donc, la mutation de la protéine CDC2, CDCK1 s'exprime, du coup, n'est pas présente. Et on observe que la taille de ces levures est beaucoup plus importante que la taille des levures saines. Donc, on peut en conclure que ce complexe protéique va agir à un endroit du cycle, empêchant le passage à un autre cycle, donc la fin du cycle. Et ce que l'on observe ici, c'est le même principe. Donc on a nos cellules sauvages, donc sont les mêmes que celles-ci. Et quand on a une mutation de CTC25, la cellule continue, ne termine pas son cycle, elle continue toujours de croître. Donc ensuite, donc CDC25, quand elle est mutée, va empêcher la fin du cycle. Donc c'est elle qui est... En fait, la fonction CDC25 et 8.1 sont impliquées dans l'activation du NTF. Et en fait, ces cellules-là, en fait, la CDC25 va permettre donc, le rallongement de la cellule. Donc la cellule va être bloquée en G2, il n'y aura pas de passage en mitose. Du coup, il n'y aura pas de division cellulaire. Et lorsque on met du 8.1, on voit que la division cellulaire est beaucoup plus courte. Donc quand la cellule a déjà fini son cycle cellulaire, elle en recommence une précocement. Donc voilà, c'était ce que l'expérience voulait montrer, que ces deux facteurs, CDC25, donc une phosphatase et une kinase, permet de réguler le MPF. Donc ça, c'était le schéma de régulation. C'est ce que l'on retrouve ici. Le CDC25, par déphosphorylation, va activer le complexe MPF. Tandis que 8.1, par phosphorylation, va inactiver ce complexe et empêcher la fin du cycle et le passage au mitose. Donc ici, on est dans un cas de mutation de la protéine P53 dans les tumeurs humaines. Donc la P53 en fait active la P lanterne qui est juste ici, donc qui inactive le MPF. Donc la P53, elle est activée lorsqu'il y a un dommage de l'ADN. Donc elle permet l'arrêt de la mitose. Et ici, donc, dans le cas des tumeurs humaines, la P53 elle va être mutée et elle va continuer et elle va être inactive. Donc elle ne va plus pouvoir arrêter le cycle cellulaire. Donc les cellules qui vont être mutées vont continuer à proliférer et créer du coup une tumeur. Ça peut être un des facteurs de prolifération de tumeur. Donc sur cette diapo, toujours dans la reproduction sexuelle, on va maintenant parler de la transcription. Donc de quelle manière l'information génétique transitait du noyau vers le cytoplasme. Donc dans cette expérience, des cellules animales sont cultivées en contact avec de l'uracile radioactif, donc c'est ce que l'on voit ici. L'image qui est juste après, on voit bien que l'uracile est situé au niveau du noyau. On prend une photo 15 minutes plus tard et on observe que l'uracile a migré dans le cytoplasme et est maintenant absent dans le noyau, donc il y a bien eu transfert. Donc la transcription... sur cette image prise... si on se repasse dans le noyau à ce moment-là, on est à ce moment-là, si on prend une photo à ce moment-là de l'intérieur du noyau, en microscopie électronique à transmission, on observe des structures en immunoïdes et en plumeaux. Donc le tronc ici, c'est de l'ARN, et toutes les branches qu'on voit là, c'est
la synthèse d'ARN messager par un mécanisme appelé la transcription que je vous détaille juste ici. Donc comment la transmission s'est faite? Tout d'abord, l'ARN polymérase reconnaît son site de fixation, donc qui est en amont du chromosome, voilà, juste ici. Elle va ouvrir le grand ADN et elles permettent aux acides nucléotiques de se mettre en face de leur base complémentaire et ainsi former le grand ARN messager. Donc maintenant, on passe dans une autre partie de l'exposé, donc grand 2, les transferts génétiques partiels à l'échelle moléculaire et cellulaire. Donc j'ai repris ici l'exposé que vous a fait Mathieu hier. Donc pour replacer rapidement, tout le monde se souvient, on va t'expliquer. Donc on est en présence des bactéries et des virus. Je vais vous expliquer avec à l'intérieur. Donc on est en présence, on fait une centrifugation, on regarde où. On fait une centrifugation. Oui, c'est ça. Donc ici, les bactériophages, se sont fixés aux bactéries. Donc ici, tous les bactériophages sont dans le milieu avec les bactéries en fixation pour qu'ils mettent leur... donc ils ont transféré leur génome dans le génome de la bactérie. Donc là, ensuite, une centrifugation a été faite et on a vu que dans le surnageant, il y avait d'autant plus Répartition de la réactivité après la première centrifugation. Première centrifugation, on a 10% de la réactivité. C'est dans le surnageant, donc c'est dans le milieu. Dans le culot, c'est-à-dire, ça veut dire que si c'est dans le surnageant, les phages sont sur les bactéries qui sont dans le fond, donc 90%. Et là, c'est dans le culot. Donc ça prouve bien que ici, les bactéries. Ouais, bon, bref, on passe parce que. Ça nous permet de vous dire qu'il faudra le. Oui, tout à fait. Oui, la transformation. Donc c'est un mécanisme. C'est un des mécanismes les plus C'est sur simples. les étiquettes. Donc quand il y a de l'ADN libre dans un milieu, la bactérie va être capable de récupérer l'information de l'ADN libre dans le milieu et de l'incorporer à son génome. Donc c'est un des transferts horizontaux entre deux espèces. Voilà. Donc ça c'est un premier cas. Après il existe aussi la transduction. Donc dans la transduction il existe deux mécanismes. Tout d'abord la transduction généralisée. Donc elle est réalisée par des phages virulents qui va répliquer son génome dans la bactérie. Donc c'est ce qu'on voit ici. Le phage se positionne sur la bactérie et incorpore son génome à l'intérieur de la bactérie. Elle va ensuite liser le génome de la bactérie et reformer des capsides avec à l'intérieur le génome de la bactérie.
Et lors de sa multiplication, elle va lyser la bactérie et ensuite se propager. Donc ça, c'est le premier modèle de transduction généralisée. Et on a également la transduction spécialisée, donc qui est réalisée par des phages tempérées. Donc cette fois-ci, le phage, comme pour la transduction généralisée, va se poser sur la bactérie, introduire son génome, mais au lieu de lyser le génome de la bactérie, elle va incorporer son génome à la bactérie et attendre que la bactérie fasse la réplication de son génome pour elle aussi répliquer son génome. Et lorsqu'elle va séparer son génome du génome de la bactérie, il arrive que parfois elle emmène des morceaux du génome de la bactérie. Et c'est ce qu'on voit ici. Voilà, ce qui va permettre Ça peut permettre aux bactéries de muter aussi. Voilà. Ça peut être aussi c'est l'origine de la résistance des bactéries. Et il existe également la conjugaison. Donc sur cette expérience, on a d'un côté des cellules souches incapables de synthétiser du tryptophane et leucine et tryptophane, et ici incapable de synthétiser méthionine et tyrosine. Voilà, donc on les met en culture sur un milieu dépourvu de tryptophane, leucine, méthionine, voilà, jusqu'à 10%. Donc du coup, si c'est pas présent dans le milieu, elles sont incapables de se multiplier et elles meurent. Si on mélange ces deux souches et qu'on les met en culture, on observe qu'il y a colonies bactériennes, donc ce qui suppose que ce qui leur manquait, elle est aller chercher dans l'autre colonie de bactéries, vu que ce n'est pas présent dans le milieu. Donc ensuite on passe. Ici, on prend toujours les mêmes souches bactériennes. D'un côté, celle déficiente en tyrosine et leucine, ici en tryptophane et méthionine, séparées par un filtre avec des pores permettant seulement le transfert d'ADN et rien d'autre. On les met en culture en milieu abondé et on n'observe aucune colonisation du milieu. Donc du coup, ce qu'on peut en conclure, c'est qu'il y a forcément quelque chose de plus gros que de l'ADN. L'ADN n'est pas libéré dans le milieu pour passer d'une bactérie à l'autre, mais c'est forcément quelque chose de plus gros. Et si on regarde en microscopie électronique, on observe les deux bactéries et la présence d'un pili sexuel permettant le transfert d'ADN. C'est ce qui est schématisé ici. Les deux bactéries vont communiquer par ce pili. Le plasmide de l'un va rentrer dans le plasmide de l'autre. Et après, il y aura incorporation au génome. Et ceci est possible avec une interprétation de bactéries. Maintenant, je vais vous présenter notre transfert génétique partiel via les transposants. Donc il y a deux mécanismes. Donc en fait, ce sont des bouts d'ADN qui vont être transcrits et via une transposase via une intégrase vont être intégrés au génome. Donc dans ce cas-là, il va être transcrit, puis il va être intégré. Et ici, ça peut être via une copie d'ADNC. Donc dans tous les cas, en fait, ce sont des petits bouts qui vont être transcrits et puis intégrés. Puis être réintégrés, après être traduits. Transcriptase inverse. Donc va être transcrit, puis va être intégré. Ensuite, vous voulez pas c'est bizarre. Non, parce que là, elle s'est transcrite, puis c'est intégré. Mais ça va d'abord, la transcription inverse va d'abord transformer l'ARN en ADN, puis l'intégrase
l'intégrer dans le